On découvre de l'arsenic dans l'organisme d'une femme assez tôt pour lui sauver la vie. Mais d'autres avant elle n'ont pas eu sa chance. Les enquêteurs doivent maintenant trouver les pièces à conviction à même leurs cendres. L'état de santé d'un patient se dégrade de jour en jour jusqu'à ce qu'il meure. Les détectives croient qu'il s'agit d'un meurtre. Ils doivent arrêter le coupable au plus vite avant qu'il ne s'attaque à quelqu'un d'autre. Une jeune femme est tuée lors d'un tragique accident d'équitation, mais une série d'indices presque imperceptibles laisse croire aux policiers qu'il ne s'agit pas d'une mort accidentelle. La plupart des gens qui meurent empoisonnés ont été tués par quelqu'un en qui ils avaient confiance. Ils ont été les victimes d'une erreur de jugement qui leur a été fatale. Heureusement, il ne faut aux enquêteurs que de l'intuition pour déceler la moindre goutte de poison. En mars 1988, dans la ville rurale de San Angelo, au Texas, des ambulanciers furent dépêchés à la résidence de Lita et Olgie Nobles. Lita déclara aux ambulanciers qu'Olgie et elle avaient tous deux contracté une grippe intestinale. Olgie avait refusé de se rendre à l'hôpital. 3 jours après le début des symptômes, elle l'avait trouvé inconscient. Les ambulanciers constatèrent son décès. Lita Nobles s'était occupée de son mari malade pendant plusieurs mois suite à un grave accident de la route. Il avait la mâchoire cassée et ne mangeait plus que des purées. La convalescence d'Olgie ne fut pas facile. Lita et lui se disputaient sans arrêt. Malgré les tensions, il reprit rapidement du mieux. Lita avait elle aussi des problèmes de santé. Le stress de s'occuper d'un mari malade lui avait donné un ulcère. Deux mois après la mort d'Olgie, Timothy Scogging, un ami très proche de Lita, l'accompagnait à l'hôpital. Elle souffrait d'épuisement, avait des nausées et des douleurs à l'estomac. De plus, elle avait perdu une importante quantité de sang. Les médecins croyaient que ces maux étaient causés par son ulcère d'estomac, mais son état ne fit qu'empirer. Elle était de plus en plus malade. Bientôt, elle perdit l'usage de ses mains et de ses pieds. Les médecins lui firent passer une batterie de tests pour comprendre ce qui lui arrivait. On vérifiait notamment la possibilité d'une intoxication aux métaux lourds. Les résultats de l'analyse d'urine furent concluants. L'organisme de Lita Nobles contenait de l'arsenic. Les médecins avisèrent la police d'État du Texas. L'enquêteur George Frazier dut d'abord s'assurer que l'élément toxique ne provenait pas de l'environnement de la victime. Quand nous avons commencé l'enquête, tout ce que nous savions, c'est qu'il y avait présence d'arsenic dans l'organisme de Lita Nobles. Dans notre processus d'élimination des sources possibles de l'empoisonnement, nous avons fait analyser l'eau de son puits. L'arsenic est un métal toxique qui se trouve à l'état naturel dans le sol. Comme c'est un élément, il ne se dissout pas. Ces atomes peuvent cependant s'associer pour former d'autres composés. Même à petite dose, l'arsenic est un poison puissant. On recueillit des échantillons chez les Nobles et on les analysa. Il n'y avait aucune trace d'éléments toxiques. Les détectives interrogèrent ensuite le frère et la belle-sœur de Lita qui vivaient chez elle depuis la mort d'Olgie. Ils prenaient tous leurs repas à la maison mais ne souffraient d'aucun trouble apparent. Depuis leur arrivée, l'état de santé de Lita n'avait fait qu'empirer, ce qui laissait croire qu'elle avait absorbé le poison à plusieurs reprises. Lita Nobles avait été empoisonnée.
Quelqu'un voulait sa mort. Les enquêteurs lui demandèrent qui pouvait bien avoir voulu attenter à sa vie. Elle pensa immédiatement à son mari décédé. Notre premier suspect fut Olgi. Ce vieux couple se disputait sans arrêt. La première réaction de Leita a été de nous dire que si elle avait été empoisonnée, c'était sûrement à cause de lui. Nous avons donc dû le considérer comme étant un suspect, même s'il était mort. Pour découvrir le rôle d'Olgi dans la maladie de sa femme, les experts devaient vérifier si l'empoisonnement avait commencé avant ou après sa mort. Les cheveux de la victime répondraient à cette question. L'arsenic demeure dans les cheveux et les ongles longtemps après qu'il ait quitté le système sanguin. En procédant à leurs analyses, les experts judiciaires pourraient déterminer comment et à quel moment Lita avait été empoisonnée. Ils auraient ensuite une idée plus précise de l'identité du criminel. À l'université A&M au Texas, le chimiste Dennis James se sert d'un réacteur nucléaire pour déterminer avec précision la quantité d'oligo-éléments d'un échantillon. Le réacteur nucléaire active les neutrons. L'analyse de l'activation des neutrons nous permet d'identifier de nombreux types d'éléments. Certains d'entre eux sont toxiques, d'autres pas. Cette analyse est particulièrement efficace avec les métaux de transition et quelques métaux lourds en particulier. On coupa le cheveu de Lita en 6 segments. Chacun de ces segments représentait 1 mois de croissance. En comparant la quantité d'arsenic dans chacun de ces segments, les analystes pourraient déterminer à quel moment on lui avait administré l'arsenic et en quelle quantité. Le récipient qui contient les échantillons est introduit dans le réacteur. Il est exposé à l'énergie nucléaire pendant 6 heures. Au cours de cette période, des éléments contenus dans les échantillons absorbent des particules subatomiques et deviennent instables. Une fois sortis du réacteur, les éléments se dégradent et perdent les particules subatomiques excédentaires. Au cours de ce processus, ils émettent une énergie appelée rayon gamma. On utilise ensuite un détecteur de rayonnement gamma pour identifier l'émission de l'arsenic. Les experts peuvent évaluer la concentration de poison en comparant la composition des échantillons à des données de référence. La concentration d'arsenic augmentait au fur et à mesure qu'on se rapprochait du cuir chevelu. La dose qu'on lui avait administrée avait donc augmenté de mois en mois. Le meurtrier avait commencé par des quantités moyennes et ainsi augmenté la tolérance de Lita au poison. Pour contrer cette tolérance, il lui avait administré une plus forte dose peu avant son hospitalisation, c'est-à-dire peu après la mort d'Olgi. Ce n'était donc pas lui qui avait cherché à la tuer. Il était même possible qu'il ait été lui-même la victime de l'empoisonneur. Les cheveux d'Olgi étaient trop courts pour que l'on puisse savoir pendant combien de temps il avait été empoisonné. Mais l'analyse des tissus prélevés après sa mort révéla que, comme sa femme, il avait absorbé de l'arsenic en doses massives. Tous ses organes contenaient l'élément toxique. Il serait certainement plus difficile de retrouver le meurtrier qu'il l'avait été de déceler le poison. Quelqu'un qui fréquentait le couple avait ajouté dans leurs aliments des doses toxiques d'arsenic pendant un certain temps. Lita et Olgi faisaient donc confiance à leur empoisonneur. Les détectives interrogèrent les amis des victimes. Un voisin leur apporta une information intéressante. Le voisin d'à côté nous a mentionné qu'un certain Timothy Scoggin était un suspect possible, car il avait passé beaucoup de temps chez Leita et Olgi. Scoggin vivait depuis peu à San Angelo. Il était apprécié des gens de la région. Il était bien connu pour son habileté à peindre sur de la porcelaine. On le connaissait aussi pour son empressement à aider les gens âgés,
faire leurs courses et toutes sortes de menus travaux. Lita et Olgie Nobles faisaient partie des gens qui l'aidaient. Peu après s'être lié d'amitié avec eux, il avait acquis leur commerce de modules d'air conditionné. Il accusait toujours du retard dans ses paiements, mais Lita lui faisait entièrement confiance. Depuis la mort d'Olgie, elle comptait de plus en plus sur le jeune homme. Pour Fraser, Scoggin avait le profil parfait de l'empoisonneur. Primo, il devait aux victimes 100 000 $. Secondo, il avait accès à leur maison en tout temps. Et tertio, les victimes lui faisaient une confiance aveugle. Quand nous avons commencé à soupçonner Timothy Scoggin, nous en avons parlé à Madame Nobles. Elle en a presque été renversée. Elle aimait ce jeune homme. Il lui rendait visite à l'hôpital, la coiffait et lui taillait les ongles. Mais Fraser ne tarderait pas à voir la vérité sous le masque angélique de Scoggin. Pendant l'hospitalisation de Lita, il y avait eu de nombreuses transactions bancaires dans son compte. Cette femme, dont les mains étaient paralysées, avait présumément rédigé des chèques à l'ordre du jeune homme pour un montant total de 48 000 $. Ses mains étaient recouvertes de tiges de métal et de bandes de caoutchouc. Même si elle avait voulu signer son nom, elle n'y serait pas parvenue. Nous lui avons montré les chèques et cela a suffi pour la convaincre que Scoggin était l'empoisonneur. Mais la fraude n'est pas la preuve d'une tentative de meurtre. Si les détectives voulaient procéder à des accusations d'homicide, ils devaient trouver comment Timothy Scoggin s'y était pris. En examinant ses antécédents, les policiers découvrirent que Lita et Olgie Nobles n'étaient peut-être pas ses seules victimes. Peu avant de s'établir à San Angelo, Timothy Scoggin vivait avec 2 sœurs âgées qui moururent subitement à seulement quelques jours d'intervalle. Scoggin se vanta alors qu'il hériterait sans doute d'une petite fortune. Mais la vérité était à plusieurs lieues de ce que Scoggin colportait en ville. Il laissait croire qu'elles étaient ses tantes, mais elles n'avaient aucun lien de parenté avec lui. Scoggin était un peu leur homme à tout faire. Il faisait leurs courses et vivait avec elles de façon discontinue depuis un bon bout de temps. De la même façon qu'il avait procédé avec les Nobles, Scoggin s'était rendu irremplaçable auprès de Catherine et Cordelia Norton. Les 2 sœurs étaient mortes seulement 5 semaines avant Olgie Nobles. En février, Scoggin avait conduit à l'hôpital Catherine Norton, diabétique, pour un examen de routine à la suite de son opération au pancréas. De retour à la maison, ils trouvèrent Cordelia gravement malade. Ils reprirent rapidement le chemin de l'hôpital où la plus vieille des 2 sœurs fut admise. En rentrant, Scoggin décida de rester à la maison au cas où Catherine aurait besoin de quelque chose. Le lendemain matin, Scoggin tenta de réveiller Catherine. Quand il constata qu'elle ne réagissait pas, il appela son médecin. Ce dernier constata son décès. Le lendemain, Cordelia mourut à son tour dans son lit d'hôpital. On conclut que la mort des 2 sœurs était naturelle. 6 mois après le décès des sœurs Norton, les enquêteurs désiraient maintenant vérifier si elles avaient été empoisonnées à l'arsenic. Il y avait cependant une ombre au tableau. Les corps de Cordelia et Catherine Norton avaient été incinérés. Les experts devraient déceler le poison dans leurs cendres. Personne n'avait tenté l'expérience auparavant. Si les scientifiques parvenaient à naviguer dans ces eaux inconnues, ils se rapprocheraient sans aucun doute du meurtrier. Les cendres de Cordelia et Catherine Norton furent envoyées au laboratoire judiciaire de la sécurité publique du Texas. On confia au toxicologue Rod McCutcheon la tâche de procéder à des analyses chimiques.
Il doutait de ses chances de réussir. Je ne croyais pas pouvoir trouver du poison dans ces cendres. À ma connaissance, personne ne l'avait jamais tenté non plus. J'ai réfléchi pendant quelques minutes au fait que nous cherchions de l'arsenic. J'ai réalisé qu'il était possible qu'on en retrouve des traces, puisque l'arsenic est un élément et que les éléments sont indécomposables. Pour se mettre à la recherche d'arsenic, McCutcheon plaça un échantillon des cendres dans une solution acide qu'il chauffa pour en éliminer les impuretés. S'il y avait la moindre trace d'arsenic, elle se trouverait dans le liquide qui restait. Il ajouta ensuite un produit chimique pour transformer l'arsenic en gaz. Ce produit effervescent devient violet en présence d'arsenic. Plus la couleur est intense et plus il y a de poison. Les cendres de Cordelia contenaient assez d'arsenic pour avoir causé son décès. Il n'y en avait cependant aucune trace dans celle de Catherine. Ces résultats négatifs étayaient d'une certaine façon les résultats des analyses des cendres de Cordelia. En effet, les deux sœurs étaient mortes à un jour d'intervalle et elles avaient été incinérées dans le même four. Le fait qu'il n'y ait pas d'arsenic dans le cas de Catherine indiquait que ces cendres n'avaient pas été contaminées au cours de la crémation. L'analyse de l'activation des neutrons confirma les résultats. Les détectives tentèrent ensuite de vérifier si Scoggin avait acheté de l'arsenic. Ils se rendirent au magasin le plus près de chez lui. Ici, la familiarité un peu excessive de Scoggin allait jouer contre lui. Le commis déclara au détective qu'il se rappelait avoir vu Scoggin acheter de la Mort-Aura en grande quantité peu avant la mort des victimes. Ce produit contient principalement de l'arsenic. Les enquêteurs en déduisirent que Scoggin devait mélanger le poison aux produits dont ses victimes ne pouvaient se passer, les purées pour bébé Dolgy et l'antiacide de Lita. Comme il faisait lui-même les courses, il lui était facile d'ajouter la Mort-Aura aux produits achetés avant de les apporter. Pour vérifier leur hypothèse, les enquêteurs fouillèrent dans les armoires et le réfrigérateur des Nobles. La plupart des aliments avaient été jetés depuis, mais il restait encore quelques bouteilles d'antiacide. L'une de ces bouteilles contenait effectivement de l'arsenic. Grâce à ces pièces à conviction, Scoggin fut arrêté pour le meurtre d'Olgy Nobles et la tentative de meurtre de Lita Nobles. Il fut trouvé coupable et condamné à la prison à vie. Même si l'on n'a jamais prouvé directement qu'il avait tué Catherine Norton, les enquêteurs croient qu'il ne lui administrait pas toujours la quantité d'insuline requise pour son diabète. Plus tard, il a plaidé coupable des meurtres des deux sœurs et il a été condamné à 2 autres peines d'emprisonnement de 50 ans chacune. Les empoisonneurs s'en tirent souvent, du moins pour un certain temps. La vigilance et l'obstination des policiers sont heureusement de puissants antidotes à leurs machinations. À St. Peters, au Missouri, le 1er novembre 1982, on dépêcha des ambulanciers à la maison de Lloyd et Shirley Allen. Lloyd Allen, 40 ans, était atteint depuis plusieurs mois d'une maladie inconnue. Sa femme déclara que dans la matinée, il avait eu un malaise avant de s'affaisser. Le coroner n'était pas convaincu qu'il était mort de cause naturelle. Sur le certificat de décès d'Allen, il laissa donc en blanc la case où il devait indiquer la cause de la mort. Quelques jours plus tard, le détective Robert Birding du bureau du shérif de St. Charles County apprit que la station de télévision locale avait reçu de nombreux appels anonymes. L'un des informateurs leur avait dit que Lloyd Allen avait été empoisonné. Nous avons sondé le quartier de Lloyd Allen et nous avons appris que plusieurs appels anonymes provenaient en fait de ses voisins. Selon les amis et les voisins de Lloyd,
Les problèmes avaient commencé peu après son mariage avec Shirley à l'automne 1981. Lloyd était un homme affable et généreux, et tous se réjouissaient qu'il ait enfin trouvé l'amour qu'il attendait depuis si longtemps. C'était son premier mariage, alors que c'était le 4e de Shirley. Peu après les noces, Shirley Allen et ses 2 filles, Norma, 15 ans, et Paula, 12 ans, emménagèrent dans la maison de Lloyd. Il avait maintenant une vraie famille et croyait avoir trouvé l'âme sœur. Norma? 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 Mais l'hiver apporta son lot de stress et de malheur à la famille. Go on back to your room. Norma fugua à de nombreuses reprises avant d'être placée dans un centre de détention pour mineurs. Les relations entre Lloyd et Shirley devinrent tendues. Lloyd commença alors à se sentir malade. Il consulta quantité de médecins, mais aucun d'entre eux ne put lui apporter de soulagement ni lui dire de quoi il souffrait. Il essayait d'effectuer les travaux de jardinage et d'entretien de la pelouse, mais il n'était jamais capable de terminer ses projets. Les enquêteurs apprirent que, pour lui donner un surcroît d'énergie, Shirley lui donnait à boire un breuvage additionné de fer, mais cela n'avait guère de succès. Plus il était malade, et plus elle l'isolait de ses amis. Il commença à soupçonner la nouvelle femme de Lloyd. Les voisins nous ont raconté qu'elle les empêchait de le voir. Elle disait que Lloyd ne pourrait pas les reconnaître et répondre à leurs encouragements à cause de son état de santé. C'était comme si elle voulait le cacher. Puis, elle coupa définitivement toute communication entre son mari et le reste du monde. Un voisin vint chercher la brouette qu'il avait prêtée à Lloyd. Il était préoccupé par la maladie de son ami et le pressa de consulter un autre médecin. La conversation s'arrêta net dès l'arrivée de Shirley. Elle demanda au voisin de partir sur le champ et déposa plus tard une plainte contre lui pour être entré dans la maison sans autorisation. Le comportement de Shirley était inexplicable, mais les policiers ne pouvaient pas la faire inculper de meurtre sur la seule base des ragots des voisins. Birding devait d'abord trouver le mobile du meurtre, ce qu'il fit. Shirley était bénéficiaire de l'assurance vie de 25 000 $ de Lloyd. Nous avons également appris que le testament de Lloyd avait été modifié récemment et qu'elle en était maintenant l'unique héritière. Il était normal que l'épouse de Lloyd soit sa principale héritière. Les policiers étaient cependant intrigués par la suite des événements. La santé de Lloyd avait commencé à décliner quelques jours seulement après qu'il ait signé les papiers. Malgré les soins que la victime avait reçus, son état de santé avait continué à se détériorer sans raison. Madame Allen était encore sur la liste des suspects. Elle avait eu l'occasion de commettre un meurtre. Elle avait aussi un mobile. Les enquêteurs ne disposaient cependant pas de preuves ni de témoins, et ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui avait pu causer la mort de Lloyd Allen. Lloyd Allen était mort et les détectives croyaient que sa femme l'avait empoisonné. Ils étaient cependant incapables d'en faire la preuve. L'enquête ne pouvait plus progresser. Les policiers eurent cependant un coup de pouce d'un témoin inattendu. 4 jours après la mort de Lloyd, Norma, la fille de Shirley, appela au bureau du shérif pour dire aux policiers qu'elle avait le poison en sa possession. Norma appuya ses déclarations en leur donnant un sac en papier. À l'intérieur se trouvait une bouteille de vin remplie d'un liquide vert. Sur l'étiquette, quelqu'un avait écrit à la main un avertissement « Ne pas boire ». C'était la mère de Norma qui lui avait demandé d'écrire cet avertissement. Elle croyait que le contenu de la bouteille était de l'antigel. Elle déclara aux enquêteurs qu'elle avait vu sa mère en donner à Lloyd au cours des 2 derniers mois.
Elle avait également aperçu sa mère mélanger de l'additif à carburant avec du sucre et du colorant alimentaire orange pour que la mixture ressemble à un supplément de fer. Selon Norma, le jour de la mort de Lloyd, Shirley lui avait versé une dose d'antigel pur et l'avait forcé à la boire. Suite à ce témoignage, on fit analyser le contenu de la bouteille par un toxicologue. On injecta un échantillon du liquide dans l'appareil. Ce dernier analyse les différents produits chimiques du composé et produit ce qu'on appelle une chromatographie gazeuse. Il s'agit en fait d'un graphique qui indique la composition d'un échantillon. La bouteille contenait de l'éthylène glycol, communément appelé antigel. Selon le toxicologue Christopher Long de l'Université Saint-Louis, le goût sucré de l'antigel cache un tueur subtil mais redoutable. La victime ne s'était sans doute jamais rendu compte qu'elle consommait un poison. L'antigel donne l'impression d'avoir consommé de l'alcool. Mais il n'y a aucune sensation de brûlure ni aucun autre désagrément. C'est un peu comme de prendre une bière mais sans la saveur. Cela modifie très légèrement notre façon de ressentir les choses. À la longue, l'antigel est cependant mortel. Lors de son absorption dans l'organisme, il produit des toxines qui augmentent le taux d'acidité du sang. Chaque dose que Lloyd Allen absorbait détruisait inexorablement son corps et son esprit. Comme la plupart des organes de Lloyd ne faisaient plus leur travail, il était pratiquement impossible pour les médecins de déceler l'empoisonnement. À la fin, même si Lloyd avait appris que la femme qu'il aimait l'empoisonnait, il aurait été trop faible pour se protéger d'elle et trop confus pour demander de l'aide. Les experts croyaient que la mystérieuse maladie de Lloyd Allen était due à un empoisonnement à l'antigel. Pour le prouver, ils l'autopsièrent et analysèrent des échantillons de ses tissus. Le foie, les reins et le cerveau de la victime contenaient des cristaux résultant de la dégradation de quantités massives d'éthylène glycol. Cette découverte corroborait l'hypothèse d'absorption du liquide pendant une longue période. Le coroner en conclut que la mort de Lloyd était un homicide dû à un empoisonnement à l'éthylène glycol. Armés de ces preuves, les policiers arrêtèrent Shirley Allen. On put facilement établir la preuve de sa culpabilité. La prime d'assurance vie de 25 000 $ qu'elle devait toucher à titre de bénéficiaire lui fournissait le mobile du meurtre. La bouteille de vin était l'arme du crime. Suite à un procès de 4 jours, le jury la trouva coupable du meurtre de Lloyd Allen. Shirley Allen fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les 50 premières années. Elle mourut en prison. Si nous n'avions pas obtenu les preuves grâce à la criminalistique et appris que l'organisme de Lloyd Allen contenait effectivement de l'éthylène glycol, nous n'aurions jamais pu prouver qu'il y avait eu homicide. Norma, la fille de Shirley, a permis que la meurtrière soit condamnée. Les policiers ont également eu l'aide des voisins de Lloyd Allen. Ce n'était pas la première fois que des voisins indiscrets faisaient la lumière sur un crime. En 1980, à Hillsdale, au Michigan, au cours d'une soirée d'été, David Davis se rendit de toute urgence chez son voisin pour lui demander de l'aide. Shannon, sa femme depuis 10 mois, avait fait une mauvaise chute de cheval et sa tête avait percuté une grosse pierre. Lorsqu'il était parti chercher de l'aide, elle était blessée mais encore consciente. Quand les deux hommes trouvèrent Shannon Davis, elle était inerte. Du sang s'échappait de sa blessure à la tête et sa peau avait commencé à bleuir. Ils l'emmenèrent immédiatement à l'hôpital.
En arrivant, le personnel constata que son cœur avait déjà cessé de battre et que ses pupilles étaient dilatées et fixes. On tenta de la réanimer, mais en vain. Les médecins attribuèrent sa mort à la blessure à la tête subie lors de la chute et fermèrent le dossier. Mais pas pour très longtemps. 2 mois plus tard, le détective Don Brooks de la police d'État du Michigan entendit parler de ce décès par le voisin de la victime qui refusait que l'enquête soit abandonnée. Selon nous, cette mort était accidentelle, mais le voisin était convaincu qu'il s'agissait d'un meurtre à cause de circonstances louches. Le voisin de Davis avait commencé à avoir des soupçons le lendemain de la mort de Shannon en retournant sur la scène. Il y avait des marques circulaires sur un arbre, ce qui lui laissait croire que les chevaux avaient été attachés à cet endroit pendant un certain temps. À seulement 2 mètres de l'arbre, il y avait du crottin, ce qui confirma ses soupçons. Il semblait que les Davis, qui étaient par ailleurs les seuls amateurs d'équitation du coin, étaient restés assez longtemps à cet endroit pour attacher leurs chevaux. Cela ne correspondait pas à la version des événements donnée par Davis, c'est-à-dire la ruade du cheval de Shannon, sa mauvaise chute et la course effrénée pour obtenir de l'aide. Dick Britton, le voisin de la victime, était également un ami de la famille. Il était très préoccupé par le fait que Davis lui cachait quelque chose. Au début, je me sentais coupable d'éprouver de tels soupçons. Je me disais que je faisais sûrement erreur. J'y ai pensé pendant un certain temps et je ne pouvais pas me résoudre à oublier cette affaire. L'histoire racontée par Davis ne tenait pas la route. Shannon et David s'étaient mariés 10 mois plus tôt, après des fréquentations de 7 semaines seulement. Cela avait été le coup de foudre. Après le mariage, Shannon vint habiter à la ferme de Davis. Il lui enseigna à monter à cheval. Britton avait aperçu Shannon à cheval quelques minutes seulement avant l'accident. Pour lui et la famille de la victime, cette chute était presque impossible. Shannon était extrêmement prudente et son cheval très docile. Les parents de la victime connaissaient assez peu leur gendre, cependant ils n'avaient jamais vu leur fille aussi heureuse. Après l'accident, ils eurent une confrontation avec Davis. Ce dernier exigeait que sa femme soit incinérée. Les parents de Shannon eurent finalement le dernier mot et elle fut enterrée. À l'hôpital, Davis leur avait dit qu'elle n'avait aucune assurance vie à son nom. Mais ils apprirent par la suite que quelques semaines avant sa mort, le couple de nouveaux mariés avait pourtant signé une police d'assurance vie. Davis s'apprêtait à toucher l'indemnité. De plus, comme la mort de sa femme était accidentelle, il toucherait le double du montant, soit plus de 300 000 $. Les parents de Shannon et Britton exercèrent des pressions auprès des autorités pour que l'enquête soit rouverte. 1 mois après la mort de Shannon, on exhuma son corps. Au cours de l'examen, le médecin légiste confirma que la blessure à la tête et les contusions diverses étayaient l'hypothèse d'une chute de cheval. Il procéda également à des analyses de routine pour voir si son organisme contenait des médicaments. Les blessures physiques étaient cependant si convaincantes que le dossier fut fermé une seconde fois avant même que les analyses soient terminées. La famille de Shannon et son voisin Dick Britton refusèrent de laisser les choses ainsi. Ils firent paraître un article à propos de leurs soupçons dans le Detroit Free Press. Cela eut pour conséquence d'intéresser Don Brooks du bureau du procureur de l'État. Je me suis dit que si 50% de l'information contenue dans cet article était véridique, elle serait par conséquent très utile. En tout cas, l'article laissait clairement entendre qu'il s'agissait bien d'un homicide et non d'un simple accident. Britton fondait ses soupçons sur le fait que Shannon avait heurté la seule pierre de l'endroit.
Il était possible que cela n'ait été dû qu'à un malencontreux hasard, mais ajouté aux autres indices, cela donnait matière à réflexion. Brooks obtint alors les résultats des analyses toxicologiques effectuées lors de l'autopsie et constata qu'elles soulevaient elles aussi des questions. Il était maintenant temps de chercher des réponses. Au laboratoire, on avait analysé le contenu d'un échantillon de tissu humain par chromatographie. Chaque substance a une signature qui lui est propre, bien visible sur les graphiques. Ces pointes représentent en fait sa période de rétention. Il y avait une substance chimique inconnue dans les tissus de la victime. Elle ne faisait pas partie de la base de données du laboratoire. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Malheureusement, on n'avait pas pu poursuivre les recherches puisque l'enquête avait été abandonnée et la victime enterrée. Quatre mois après la tragique chute de cheval qui avait coûté la vie à Shannon Davis, les policiers avaient des doutes sur ce pseudo-accident. Tout justifiait les soupçons. La scène du crime elle-même, la police d'assurance, les étranges résultats d'analyse du laboratoire. Brooks était convaincu qu'il y avait eu homicide. Une fois tous les éléments réunis, il était évident que c'était une affaire de meurtre. Le détective mit David Davis dans sa ligne de mire. Ce dernier avait déménagé depuis peu en Floride. Les détectives n'avaient pas le pouvoir de le retenir. Même si les preuves indirectes étaient nombreuses, on ne disposait pas encore de preuves incontestables qu'il avait menti à propos de l'accident de sa femme. Même si David Davis avait signé les aveux de sa culpabilité, le rapport d'autopsie concluait que les blessures de la victime pouvaient avoir été causées par une chute de cheval et le violent choc reçu sur la tête. La mort avait résulté de la blessure au cerveau. Les médecins tenaient mordicus à cette explication. Le point faible de l'enquête, c'était le composé chimique inconnu. Découvrir le lien entre la victime et ce produit était la seule chance des détectives pour prouver qu'un crime avait été commis. Brooks ignorait encore la nature de ce composé. Il réexamina les autres informations recueillies à propos du crime. Comment la victime avait-elle pu percuter la seule pierre de l'endroit? Brooks tenta plusieurs reconstitutions de l'événement, mais aucune d'entre elles ne fonctionnait. Puis, dans un éclair d'inspiration, il trouva une explication qui tenait compte du composé chimique inconnu et de l'état de la victime. Je me suis dit que cette jeune femme était peut-être paralysée, qu'elle ne pouvait pas bouger ses muscles. Ainsi, il pouvait lui affliger toutes les blessures qu'il voulait. La victime pouvait avoir été immobilisée avant qu'on ne lui frappe la tête contre la pierre. Les enquêteurs se mirent à la recherche d'une substance qui paralyse rapidement un individu et qui laisse peu de traces. Elle devait également être facile à obtenir sans susciter des interrogations de l'entourage. Davis était propriétaire d'une ferme. Il avait accès à des médicaments pour soigner ses animaux. Les détectives interrogèrent l'un des vétérinaires engagés par Davis. Il leur donna une liste de sédatifs et de tranquillisants. Parmi eux se trouvait un médicament qui correspondait à ce que les enquêteurs cherchaient. La succinylcholine est un puissant relaxant musculaire. Chez les humains, ce composé paralyse le système respiratoire en quelques secondes. Il se transforme ensuite en produit chimique qu'on retrouve à l'état naturel dans l'organisme. C'est donc une arme presque parfaite puisqu'on ne peut même pas la discerner par chromatographie. À la requête de Brooks, le toxicologue Tom Carroll du Collège médical de l'Ohio procéda tout de même à des analyses. Je me suis immédiatement rendu à la pharmacie pour obtenir de la succinylcholine.
J'en ai mis dans l'appareil et j'ai obtenu exactement le même graphique. Je savais que j'avais fait une découverte très importante. Pour confirmer ces résultats, il recalibra l'appareil et effectua 5 autres chromatographies du composé. Chaque fois, les résultats étaient parfaitement identiques. Maintenant, pour obtenir des résultats incontestables, il devrait refaire les analyses avec un spectromètre de masse et voir si le composé chimique pouvait être isolé. On envoya les échantillons à 2 laboratoires différents pour des analyses encore plus poussées. Malheureusement, dans les 2 cas, on ne trouva pas le produit dans les tissus de la victime. Carroll partit alors pour Stockholm avec de la succinylcholine en poche et des échantillons des tissus de la victime. Des scientifiques suédois effectuaient alors des analyses expérimentales sur des substances similaires. Ils examinèrent le contenu des tissus de Shannon dans le spectromètre. Les premiers résultats furent décevants. Les tests étaient tous négatifs. Davis avait-il commis un meurtre parfait? Carroll refusait de se résoudre à cette conclusion. Les experts redoublèrent d'ardeur. La précision d'un spectromètre est telle que l'appareil est parfois capricieux. Après de nombreuses tentatives et des ajustements de l'équipement, notamment concernant la température, on obtint enfin le résultat espéré. Nous l'avions enfin trouvé. Nous étions très excités. Il ne nous restait plus qu'à obtenir toutes les données nécessaires. Nous avions enfin trouvé la substance dans les tissus. Maintenant, les experts devaient découvrir comment la victime avait absorbé le médicament. Plus d'1 an après sa mort, on exhuma son corps de nouveau et on procéda à une nouvelle autopsie, cette fois-ci dans le but de trouver à quel endroit on avait pu lui faire une injection. Elle avait de nombreuses contusions sur le côté gauche. Ses blessures avaient été causées par la chute. Sur le côté droit, il n'y avait que 2 marques étranges, l'une à l'épaule et l'autre au poignet. Ces 2 marques pouvaient avoir été causées par la seringue du meurtrier. On n'en avait pas tenu compte lors de l'autopsie préliminaire parce qu'on ne soupçonnait pas que la victime ait pu mourir suite à l'injection d'un sédatif. On pouvait maintenant arrêter le suspect, David Davis. Nous avons informé Don Brooks que nous avions enfin trouvé la substance et qu'il pouvait arrêter le suspect. Il m'a répondu que c'était impossible puisqu'il fallait d'abord faire évaluer cette analyse sur le plan scientifique. Le succès de leur analyse reposait sur une méthode expérimentale. Pour qu'une analyse judiciaire soit acceptée devant les tribunaux, elle doit d'abord être évaluée et cela peut prendre plusieurs années. Dans ce cas-ci, l'affaire était assez grave pour que les résultats de Carroll soient examinés et publiés en seulement quelques semaines. Les experts avaient prouvé que la succinylcholine avait joué un rôle déterminant dans la mort de Shannon Davis. L'hypothèse de Brooks était donc valide. Selon la reconstitution de la poursuite, Davis a décidé de tuer sa femme en rentrant d'une visite chez son voisin, Dick Britton. Il a attaché les chevaux à un arbre, puis injecté la drogue fatale à Shannon à 2 endroits différents. Elle était sans doute déjà paralysée lors de la seconde injection, parce que l'aiguille de la seringue a été insérée dans la veine avec précision. La blessure à cet autre endroit a vraisemblablement été causée parce qu'elle s'est débattue tant qu'elle a pu. Une fois paralysée, elle s'est affaissée au sol. Il l'a prise et l'a projetée contre cette pierre, créant ainsi la blessure qui laisserait croire qu'elle avait fait une chute de cheval. L'idée de Davis était ingénieuse, mais elle n'a pas résisté à l'analyse judiciaire. Davis a mis au point un plan qu'il jugeait sans doute sans faille. Il ignorait que son arme n'était pas aussi parfaite qu'elle l'avait déjà été. David Davis fut jugé coupable de meurtre au 1er degré
et condamné à la prison à perpétuité. Il est possible que Shannon ne soit pas la seule personne à avoir été tuée à l'aide de succinylcholine. Heureusement, grâce à l'enquête de Brooks, elle sera peut-être la dernière. Le fait de participer à cette enquête nous a permis d'obtenir de nouvelles informations médicales, surtout à propos de la succinylcholine. Cela a été très gratifiant. Il est impossible de savoir combien de victimes ont été tuées en silence par des personnes en qui elles avaient confiance. Les empoisonneurs tuent sans avoir recours à la violence, mais grâce au développement de la criminalistique, il leur est de plus en plus difficile de ne pas laisser de traces.